Merci de nous choisir pour vous informer. Bonjour et bienvenue. Le journal, c'est tout de suite à la une. Loi interprétative sur l'amnistie. Le Conseil constitutionnel déclare l'article 1 de cette loi non conforme à la Constitution. Majorité comme opposition crient tous à la victoire, tandis que la société civile et le collectif non à l'amnistie et la société poussent en ouf de soulagement. Diamniadio abrite depuis ce matin la cérémonie officielle de la 4e conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité. Cet événement de 2 jours est placé sous le thème emploi et employabilité, défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Le chef de l'État a réitéré son engagement à relever le défi de l'accès à un travail digne et valorisant. Et puis dans cette édition, nous parlerons des arnaques dans les tontines, un système économique et social très ancré au Sénégal, mais aboutit souvent à des arnaques. Voilà pour les titres. À cela, nous ajouterons la page internationale ainsi que la revue de la presse. Le développement, c'est tout de suite. Après le recours de l'opposition sur la loi interprétative, le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnel l'article 1er de la loi interprétative de la loi d'amnistie. Dans son considérant 32, le Conseil constitutionnel dit n'avoir relevé aucun autre motif d'inconstitutionnalité de la loi attaquée, une décision qui fait controverse dans le landerneau politique et pourtant ouvre la voie à des poursuites contre d'anciens ministres sous le régime de Macky Sall. Sylvie Khalifaye, explication. Le Conseil constitutionnel a, dans une décision rendue hier, annoncé que l'article 1er de la loi interprétative de la loi d'amnistie, adoptée le 2 avril dernier, est inconstitutionnel, considérant qu'au sens de l'alinéa 2 de la loi attaquée, les faits tenus pour criminels d'après les règles du droit international, notamment l'assassinat, le meurtre, le crime de torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels ou dégradants sont inclus dans le champ de l'amnistie lorsqu'ils ont un lien avec l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique, qu'en incluant ainsi dans le champ d'application de la loi portant amnistie des faits imprescriptibles au regard des engagements internationaux à valeur constitutionnelle du Sénégal. L'alinéa 2 de l'article 1er de la loi viole la Constitution selon les sages. Dans son considérant 32, le Conseil dit n'avoir relevé aucun autre motif d'inconstitutionnalité de la loi attaquée. Portée par le député Amadou Ba, elle visait à clarifier l'application de la loi d'amnistie votée en décembre 2024, notamment concernant certains faits politiques et judiciaires controversés. Ce dernier texte, voté dans un contexte de tension politique préélectorale, couvrait les infractions liées aux manifestations politiques entre février 2021 et février 2024, permettant la libération de nombreux détenus, dont des figures de l'opposition comme le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Même si cette décision fait objet de polémiques dans les deux camps qui crient victoire, chacun de son côté, les choses s'accélèrent pour le dossier des fonds Covid. Le Conseil constitutionnel a ainsi donné son feu vert pour la poursuite d'autorités sous Macky Sall. Les députés vont voter leur mise en accusation le 8 mai. Si Sali Diop Dian et Moustapha Diop risquent de perdre leur immunité parlementaire pour être traduits devant la Haute Cour de justice, Ismaïla Madior Fall est visé pour autre chose. Il est accusé de fait présumé de corruption alors qu'il était garde des Sceaux, ministre de la Justice d'après Libération. Quant à Sophie Gladima, ancienne ministre de l'Énergie, elle ignore pourquoi son nom est cité dans cette affaire. Après ce rejet de la loi d'interprétation de l'amnistie, le collectif Non à l'amnistie salue cette décision du Conseil constitutionnel. Sa coordonnatrice considère que cela n'a fait que les conforter dans leur position. Lucie Sani. De toutes les façons, me concernant, moi je pense que ce qui s'est passé au niveau du Conseil constitutionnel ne fait que nous conforter davantage sur notre position. Parce que le Conseil apparemment n'a pas du tout rejeté l'interprétation de cette loi. Seulement, il a apporté des éclaircissements par rapport à un article qui concerne la Constitution. Maintenant, c'est toutefois que le Conseil constitutionnel, qui est le garant de tout, nous affirme et nous confirme que les crimes de sang, les tortures et autres ne font pas partie de l'amnistie. C'est-à-dire que l'amnistie ne peut pas les couvrir. Nous, ça nous réconforte
comporte davantage parce qu'on ne demandait que cela. On ne demandait que cela. Les gens ont subi des sévices, d'autres ont été mutilés, d'autres ont été assassinés. Donc on ne pouvait pas se permettre d'effacer ces actes-là sur le coup d'une loi d'amnistie. Maintenant, ça a été notre souci majeur. Pendant l'amnistie, notre avis a été que nous ne sommes pas pour l'amnistie. Nous n'avons jamais été pour l'amnistie. Même ceux qui étaient en détention n'étaient pas pour l'amnistie. Ceux qui avaient perdu leurs enfants non plus n'étaient pas pour l'amnistie. Ils nous ont porté cette amnistie. Donc à nous maintenant, à ce gouvernement du moins, de trouver les voies et moyens du moins, de faire en sorte que ces crimes de sang-là ne restent pas impunis. Et je pense que c'était à la recherche de cette solution-là que le député Amadou Ba a introduit cette loi interprétative de la loi d'amnistie. Maintenant, les autres actes juridiques, nous ne sommes pas des juristes. Ce qui nous incombe et nous concerne directement, c'est que ces crimes-là, ces tortures-là, ces forfaits-là soient sanctionnés, soient punis, qui que soient les acteurs ou les commanditaires. À présent, lecture du juriste Abdou Aziz Mbodj. Selon son avis, le Conseil constitutionnel a redoré son blason. Il est joint par Awa Mimisek. D'abord, on ne peut pas parler de rejet, on parle d'annulation ou de censure. Les expressions ont leur importance en droit. La loi a été annulée. La loi adoptée par l'Assemblée nationale a été annulée par le juge constitutionnel qui a considéré que la loi n'est pas conforme à la Constitution. Donc, pour plusieurs raisons, la loi n'était pas claire et que la loi couvrait des choses découvertes par une loi d'amnistie. Je pense que c'est extrêmement important. C'est vrai qu'on se pose la question, pourquoi l'opposition jubile? Pourquoi le pouvoir jubile? Dans la forme, évidemment, on peut même féliciter l'opposition qui a saisi le juge qui a gain de cause. Donc, le Conseil constitutionnel s'est déclaré tout incompétent. Et ça a démarré depuis 2001. Lorsque Ablaye avait vertement critiqué une décision du juge constitutionnel, avait demandé au juge de donner des explications sur le refus de voir son effigie sur la liste de la coalition sur les législatives de 2001. C'est depuis cette date que le Conseil constitutionnel avait changé d'attitude. Et aujourd'hui, depuis janvier en tout cas 2024, on voit un Conseil constitutionnel debout, donc conquérant. Donc, cette tendance doit être renforcée et soutenue. C'est important. L'autre fait, c'est le fait que le Conseil constitutionnel dit clairement, et ce qui était l'objet des controverses. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec le Conseil constitutionnel quand il dit que la loi d'amnistie de 2024 était claire. D'accord, mais les gens n'étaient pas d'accord sur le champ de la loi. Et lui-même dit que telle infraction, les tortures, assassinats, traitements inhumains et dégradants ne peuvent pas être couverts par une loi d'amnistie. Pendant ce temps, Thierno Alassane Sall, ancien ministre de l'Énergie en 2015, s'est impliqué dans un scandale financier majeur de 60 milliards de francs CFA. Révélation du DG de l'ASER, Jean-Michel Sen. Il a soutenu également que le prix du carburant s'explique par des facteurs à la fois internationaux et locaux. Compte rendu, Bamba Sakho. Après les déclarations de Thierno Alassane Sall sur la gestion des ressources minières énergétiques et les contrats pétroliers du Sénégal, la réplique ne s'est pas fait attendre au sein du camp présidentiel. Pour Jean-Michel Sen, vice-coordonnateur de la jeunesse patriotique du Sénégal, la cherté actuelle du carburant s'explique par des facteurs internationaux et locaux. Le coût du carburant doit être revu à la baisse, a soutenu lors d'une déclaration Thierno Alassane Sall. Moi, je vais m'en arrêter sur les facteurs endogènes. L'ancien régime a signé le contrat avec Sangomar. On n'a aucunement mentionné pour que le Sénégal ait des tarifs préférentiels. Par exemple, le Sénégal achète en devises étrangères. Le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale ASER a profité de cette rencontre pour accuser Thierno Alassane Sall, ancien ministre de l'Énergie en 2015, d'être impliqué dans un scandale financier majeur de 60 milliards de francs CFA. 27 milliards sur les 60 milliards. 60 milliards de francs CFA signés en juin 2015 sous la tutelle de Thierno Alassane Sall, visé à électrifier 1144 villages. Moins de 6 mois plus tard, en décembre, les paiements ont été ordonnés et effectués dans l'urgence sans couverture budgétaire. 12 milliards de francs CFA ont été débloqués le 30 décembre 2015, suivi de versements totalisant 27 milliards en 3 tranches. Fin 2025, seuls 368 villages ont été électrifiés pour un coût déjà engagé de 45 milliards de francs CFA. Donc, où est passé l'argent? 45 milliards disparaissent. Jean-Michel Sen a rappelé que l'indépendance énergétique reste un axe stratégique pour le Sénégal. L'objectif est de réduire la dépendance aux énergies fossiles en investissant massivement dans les énergies renouvelables telles que le solaire, l'hydraulique et l'éolien.
Également, dans l'actualité, le chef de l'État a présidé ce matin au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio la cérémonie officielle de la 4e conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité. Cet événement de 2 jours est placé sous le thème emploi et employabilité, défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Dans son discours, le président de la République a réitéré son engagement à relever avec les jeunes le défi de l'accès à un travail digne et valorisant. Voici le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les chiffres du dernier recensement de la population et de l'habitat de 2023 indiquent clairement l'ampleur du défi. 75% ont moins de 35 ans. Un taux d'emploi urbain de 44,3%. Contre seulement 33,6% en milieu rural. Une disparité préoccupante entre les hommes et les femmes, ces dernières étant particulièrement frappées par le chômage avec un taux de 36,7%. Un diagnostic sans complaisance du dispositif institutionnel a révélé des limites majeures, liées notamment à l'absence d'une réelle politique nationale d'emploi, l'inexistence d'un observatoire national pour l'emploi et la formation professionnelle, la faible articulation entre les politiques d'emploi et les politiques de croissance et de développement, l'inexistence d'un système d'information intégré et porté à maturité, l'insuffisance de la coordination entre les structures et les programmes existants, la faible territorialisation des politiques publiques liées à l'emploi, l'inadéquation entre les offres de formation et les besoins du marché de l'emploi, l'insuffisance des financements des programmes, la faiblesse de la promotion de l'entrepreneuriat dans les secteurs pourvoyeurs d'emplois tels que l'économie verte, l'économie numérique et l'artisanat. Face à cette urgence, il est impératif d'agir ensemble dans une démarche inclusive et pragmatique, afin d'élaborer une feuille de route ambitieuse, reposant sur un dispositif institutionnel adapté. La jeunesse de la population doit inciter davantage l'État et les acteurs économiques et sociaux à travailler ensemble pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi. C'est à cela que s'emploie notre gouvernement depuis notre arrivée à la tête du pays. La problématique de l'emploi des jeunes est une de mes priorités. Elle est régulièrement inscrite à l'ordre du jour du Conseil des ministres et de nos activités au quotidien. Des mesures importantes ont été prises à cet effet, parmi lesquelles on peut citer l'instruction donnée à M. le Premier ministre de coordonner l'élaboration d'une nouvelle politique de promotion de l'emploi et de l'employabilité, la finalisation en cours du nouveau pacte de stabilité sociale, indispensable pour asseoir dans les meilleures conditions l'attractivité du Sénégal, le développement du secteur privé, la relance de l'économie et le déploiement des stratégies et politiques innovantes de promotion de l'emploi. Zoom sur les tontines, un système économique et social très ancré au Sénégal, mais pouvant aboutir à plusieurs types d'escroqueries et d'arnaques. Le dernier cas en date implique la fille d'une célèbre chanteuse qui, gérante d'une tontine en ligne et à vocation de véhicule, a fini par abuser de la confiance des adhérentes. Des questions se posent plus que jamais sur la sécurité et les risques potentiels de ces types de pratiques non formalisées au Sénégal. Les commentaires sont sans appel dans les réseaux sociaux. Les escrocs sont partout, mais ils se retrouvent dans les tontines particulièrement, déplorent certains. D'autres soutiennent que la tontine est une coutume pour nos braves femmes qui a perdu sa valeur à cause des arnaques et autres. Ainsi, les types d'escroqueries dévoilées se retrouvent dans les tontines. Cette pratique enracinée au Sénégal est souvent perçue comme une bouée de sauvetage financière, particulièrement pour les femmes qui cherchent à concrétiser leurs projets. Cependant, il faut être très prudent
prudent, toutes les tontines ne sont pas fiables. Les querelles liées à l'argent peuvent même se terminer devant les tribunaux. Cette forme d'épargne collective où chacun contribue et tour à tour une personne bénéficie de la cagnotte offre une alternative aux difficultés d'obtention de prêts bancaires au taux exorbitant. Ce système n'est pas uniquement destiné à initier des projets, il sert également à sauver des entreprises en difficulté. La tontine va même au-delà de son aspect purement économique. Elle incarne des valeurs profondes de solidarité, de confiance et de partage. Le système présente également de réels risques à cause de la gestion informelle en l'absence de réglementation formelle qui peut mener à des conflits ou à des abus, surtout lorsqu'il y a un manque de transparence dans l'organisation ou la distribution des fonds. De plus, contrairement aux banques, les tontines ne sont pas protégées par des systèmes juridiques ou des assurances, ce qui expose les participants à un certain degré de risque financier. L'émergence des nouvelles technologies a également influencé leur évolution. Aujourd'hui, certaines tontines utilisent des applications mobiles ou des plateformes numériques pour faciliter les transactions et le suivi des cotisations. Il est donc peut-être grand temps de se poser des questions puisque la sécurité laisse beaucoup à désirer. La tontine traditionnelle, mais parfois périlleuse, nécessite certainement une réflexion approfondie pour garantir la confiance des participants. Le président de l'association des victimes du net révèle que les cas d'escroquerie et de pratiques frauduleuses, notamment dans des tontines en ligne, sont fréquemment notés. Il demande une bonne communication, notamment une sensibilisation sur l'utilisation des nouvelles technologies. Amadou Moustapha Gaye est au téléphone de Serine Salingom. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est quand même des phénomènes bizarres que l'on voit tous les jours. Alors, pour ce qui est maintenant des cas, ou bien du cas que vous avez évoqué tout à l'heure, derrière Internet, il y a beaucoup de choses. Mais il faut que les utilisateurs quand même soient avertis des pratiques frauduleuses ou en tout cas des arnaques qui se passent dans Internet. Et ça, c'est des choses qui ne durent pas, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis des années, nous rencontrons ces genres de cas et on nous a annoncé chaque jour qu'il y avait des personnes mal intentionnées qui, derrière leur ordinateur, pratiquaient ces genres de fraudes, en tout cas au-delà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe, il faudrait conscientisation collective de tous ceux qui utilisent Internet pour les réseaux sociaux, à tous les niveaux. Alors, moi, le problème que j'ai toujours posé, j'ai toujours dit que, en fait, ce qui se passe, c'est que les Sénégalais présents, pas seulement les Sénégalais, peut-être même c'est dans le monde entier, certaines populations ne sont pas préparées à gérer ce qui se passe dans Internet. Donc, il faut une grande éducation de masse, une information collective et une très bonne communication en direction des populations. Parlons à santé à présent avec la journée mondiale de lutte contre les méningites traditionnellement célébrée chaque 24 avril. Cette journée est l'occasion d'informer le grand public sur cette grave infection des fines membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. L'OMS vient de publier les lignes directrices globales pour le diagnostic, le traitement et les soins de cette maladie, ce qui pourrait réduire les 240 000 décès annuels en Afrique, nous dit Aline Badarafal. Au-delà de sensibiliser à la maladie, les associations médicales mettent également l'accent sur l'importance de prévenir la maladie par la vaccination. La journée mondiale de lutte contre la méningite sert à développer les vaccins et prévoir les formes bactériennes de la maladie. Il est important de savoir que la méningite est une maladie grave. Elle affecte d'abord les méninges de l'encéphale, mais elle peut ensuite évoluer en septicémie et par conséquent provoquer la mort du patient. Le taux de létalité de cette maladie tourne autour de 10%. Ce qui signifie que sur 100 personnes infectées, 10 d'entre elles meurent. Les conséquences sont également graves. Près de 30% des enfants ayant souffert d'une méningite présentent des retards et des convulsions. La perte de certains sens, comme la vue ou l'ouïe, sont d'autres conséquences possibles de la méningite. Si les pays à faible revenu ou intermédiaire sont les plus touchés, la ceinture africaine de la méningite qui regroupe les 26 pays allant du Sénégal à l'Éthiopie est une région qui compte le plus grand nombre de cas et d'épidémies. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de publier les lignes directrices globales pour le diagnostic, le traitement et les soins de la maladie. Ce nouveau cadre devrait permettre d'améliorer la prise en charge et de réduire 240 000 décès annuels liés à la forme bactérienne, particulièrement meurtrière en Afrique subsaharienne. Ces recommandations visent notamment les pays à faibles ressources où le fardeau reste le plus lourd. Pour l'OMS, ce nouveau guide s'inscrit dans la feuille de route Vaincre la méningite d'ici 2030 en vue d'éradiquer les épidémies et d'améliorer la qualité de vie des survivants. Pour rappel, la méningite bactérienne, forme la plus dangereuse de la maladie, peut entraîner la mort en 24 heures.
La méningite est l'inflammation des méninges constituée de 3 membranes protégeant le système nerveux central, nous apprend le docteur Abdoulaye Sonko. Selon le pharmacien microbiologiste, cette maladie se manifeste par des maux de tête, de la fièvre et une raideur au cou. Les causes des méningites sont variées. Ces explications, c'est au téléphone de Serine Salungom. La méningite est l'inflammation des méninges. Et le profane dira, qu'est-ce que c'est que les méninges? Les méninges, ce sont les membranes qui enveloppent le cerveau, c'est-à-dire qui couvrent le cerveau de manière plus simple. Et lorsqu'on a une inflammation, c'est-à-dire une agression de ces méninges, c'est ça qu'on appelle la méningite. Les causes des méningites sont variées, mais ce qu'on va retenir essentiellement les causes infectieuses, c'est-à-dire les causes d'origine microbienne, c'est-à-dire bactérienne, virale, ou bien tout simplement parasitaire ou fongique. Mais on va commencer d'abord par les causes les plus fréquentes qui constituent une importance pour l'OMS, ce sont les causes bactériennes. Et si on prend les causes bactériennes, on a essentiellement 3 bactéries qui sont responsables de méningite. C'est d'abord Neisseria meningitidis, qu'on appelle en commun le méningocoque, mais aussi on a le pneumocoque qu'on appelle aussi Streptococcus pneumoniae, et aussi enfin Haemophilus influenzae. Mais si on prend ces 3 bactéries, la bactérie qui est surtout responsable d'épidémies dans la zone qu'on appelle la ceinture de méningite qui va du Sénégal à l'Éthiopie, ou bien la ceinture de l'Apésonie, c'est la bactérie qu'on appelle Neisseria meningitidis qui est souvent responsable d'épidémies de méningite. Et là, ces épidémies sont les épidémies saisonnières. Mais ce qui est important aussi à souligner aussi, si on prend le cas du Sénégal, selon notre position en cas près de la mer, on a rarement ces types d'épidémies à méningocoque, souvent tous les 10 ans, mais on est dans la ceinture et avec les changements climatiques, les choses sont en train de changer, donc on n'est pas à l'abri des épidémies de méningite. Et tout de suite, la page internationale avec Salima Nedjata. À 6 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui doit se tenir le 25 octobre, le principal parti d'opposition a appelé à manifester ce jeudi 24 avril devant les tribunaux du pays. Premier appel à la mobilisation après l'éviction par la justice de son candidat Tidjane Thiam. Cet appel à la mobilisation est un important test pour voir si l'opposant Tidjane Tamba réussira à mobiliser la rue et quelle sera l'attitude des forces de l'ordre. Les autorités ont prévu que le désordre ne sera pas toléré. Évolution dans la négociation entre le M23 et les délégués de la présidence congolaise. Pour la première fois, les 2 parties ont communiqué officiellement sur les pourparlers tenus à Doha. Hier, dans une déclaration conjointe, les représentants de la République démocratique du Congo et ceux du mouvement armé ont annoncé avoir convenu de travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Emmanuel Macron a entamé hier une visite d'État de 2 jours à Madagascar, la première d'un président français depuis Jacques Chirac en 2005. Une séquence diplomatique hautement symbolique destinée à raviver une relation bilatérale parfois mise à mal par les séquelles du passé colonial et des différends territoriaux toujours non résolus. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé ce jeudi qu'il écourtait sa visite en cours en Afrique du Sud pour rentrer en Ukraine après des frappes russes à Kiev. Au moins 9 personnes ont été tuées et 63 blessées la nuit dernière à jeudi lors de frappes russes sur Kiev. Cette nouvelle attaque de missiles, l'une des pires visant la capitale ukrainienne, intervient au moment où Donald Trump accuse Volodymyr Zelensky de saboter un possible accord avec la Russie. Sans plus tarder, la page internationale avec Sylvie Khadifaye. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le rejet de la proposition de loi interprétative de PASTEF par le Conseil constitutionnel, sujet mis en exergue par les quotidiens parus ce jour. Le Conseil constitutionnel assagit PASTEF, titre Rewmi Quotidien. Ousmane Sonko de s'exprimer dans le journal. Cette décision du Conseil constitutionnel constitue un véritable revers contre une opposition
position haineuse. Les 5 sages récusent l'interprétation, affiche Sud Quotidien. Dans les colonnes du journal, on nous apprend que la décision du Conseil constitutionnel sur la loi interprétative de la loi d'amnistie est tombée hier. Les 5 sages refusent toute interprétation d'une loi qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Par la même occasion, le juge constitutionnel a tenu à rappeler que certains crimes et autres tortures sont imprescriptibles parce que le Sénégal a signé et ratifié des traités et accords internationaux contenus dans notre charte fondamentale et dans la déclaration des droits de l'homme en 1789. Toutefois, la clarté et la précision de cette décision sont diversement appréciées dans le landerneau politique, où pouvoir et opposition sont toujours à couteau tiré. Dans le Soleil, le groupe parlementaire Pastef les Patriotes en prend acte et précise que les victimes ont droit à une réparation ainsi que le rappellent les sages. La fin de l'impunité selon le député Amadouba, initiateur. Des acteurs politiques saluent une victoire de la justice, rapporte l'Astre de Anne qui parle d'une décision diversement appréciée. Décision sans interprétation, renchérit le quotidien. Pour la paire, il s'agit d'un désaveu cinglant pour le président et son premier ministre. Thierno Alassane Sall de dire l'abrogation partielle de l'amnistie est impossible, disent-ils dans les colonnes du journal de Madiambal Diagne. La loi d'amnistie de 2024 devient pleinement applicable, dit Aldiouma Touré, docteur en droit privé et sciences criminelles, dans Walf Quotidien, qui affiche les sages freinent Pastef. Les sages retoquent Pastef et Amadouba, selon la formule des Échos. Ousmane Sonko de s'interroger: qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter une opposition si indigente? L'Observateur parle de sage décision. Ousmane Sonko de s'interroger si les résidus d'opposition sénégalaise ne s'étaient pas précipités dans une tentative désespérée de récupération politicienne. Ibrahim Amidou Dème, ancien magistrat, la décision a censuré l'article 1er, essence de cette loi scélérate dite interprétative. Pastef est dans la poésie constitutionnelle. Ainsi s'exprime Pape Malick Ndour, ancien ministre. Un cinglant revers, s'exclame les quotidiens. Dans Source A, pouvoir et opposition crient victoire et affiche il y en a un qui plaisante. Sur la demande de mise en accusation de l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, au cœur d'un dossier de corruption présumé en forme Libération, qui révèle le témoignage accablant d'un entrepreneur confirmé par le directeur des constructions des palais de justice. L'Assemblée déclenche la machine contre l'ancien garde des Sceaux et les anciens ministres Mansour Faye, Moustapha Diop, Aïssatou Sophie Gladima et Ndeye Sali Diop, concernés dans l'affaire des fonds Covid. Source A, Yorbi, Réumi Quotidien, L'As, Le Témoin Quotidien abondent dans le même sens. Source A de dire ce que risquent les gros bonnets. Moustapha Diop et Ndeye Sali Diop vers la perte de leur immunité parlementaire. Ismaïla Madior Fall, de tailleur constitutionnel à justiciable devant la haute cour de justice. Dans le banc des accusés aux côtés d'Amadou Mansour Faye, Sophie Gladima Sibi perd toute son énergie. Les chefs d'accusation varient entre détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, concussion et corruption. Dans la foulée de la mise en accusation de l'Assemblée nationale, la commission d'instruction de la Cour d'appel de Dakar va instruire à charge et à décharge avant d'acter la traduction ou non des mises en cause devant la haute cour de justice. Dans la même mouvance, enquête affiche la chute des barons du Riz, Moussa Ndiaye, Hachim Rayam, Mohamed Dian dans le viseur. Le juge veut recouvrer 2,7 milliards de francs CFA. Le boss de Planète Kebab se taille la part du lion. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. Merci à Sylvie Khadifaye pour cette revue de presse. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe technique. Excellente suite des programmes sur Réumi.